Je chiale, mais ça me fait un bien fou. Et j'aime autant les groupes à Paris que Zoom. Il y a quelques années, une journaliste d'une grande chaîne de télévision voulait faire un reportage sur la boulimie-anorexie pour le journal de cette chaîne et m'avait demandé si j'accepterais qu'elle vienne filmer les gens et les interviewer. Je lui ai dit à condition que, pour une fois, on ne montre pas le côté trash de l'histoire, c'est-à-dire les gens qui mangent énormément, qui se font vomir, qui sont trop maigres à force de se faire vomir, ou alors qui ne se font pas vomir, qui sont très gros, ou alors qui mangent toute la journée sans faire de grosses crises. Enfin bref, pas montrer le décor, mais montrer l'envers du décor, à savoir le problème d'identité qui était sous-jacent. Et j'avais dit à cette journaliste de faire un lien entre le problème identitaire des boulimiques et le problème identitaire des autistes aspergés. Qu'à l'époque, il y avait déjà une psychiatre, chercheuse, professeure en psychiatrie en Angleterre, qui s'appelait Janet Treasure, qui travaillait avec des anorexiques, c'était il y a 10 ans, et qui, elle, avait fait le lien entre les anorexiques et les autistes aspergés. Et notamment, sur un point particulier, elle disait que, par exemple, les anorexiques, elles avaient tendance quelquefois à se fixer sur un petit détail, à en faire une montagne, à pas voir ce qu'il y a autour, et du coup, à bloquer le flux de leur vie et de la relation dans laquelle elles sont. Alors quand c'est une montagne de choses positives, pourquoi pas? Mais quand c'est une montagne de négatifs, et c'est souvent le cas, les angoisses sont énormes. Et les rapports relationnels sont extrêmement difficiles parce que les gens ne comprennent pas pourquoi vous bloquez sur telle chose ou telle autre chose. Pourquoi vous devenez tout d'un coup si rigide et si fermé. Pourquoi vous avez besoin de vous isoler. Personnellement, je trouvais que cette chercheuse disait des choses très intéressantes parce que j'avais moi-même travaillé avec des boulimiques anorexiques pendant 35 ans et je m'étais rendu compte que c'était la même chose pour les boulimiques anorexiques. Elles ne voient pas ce qui est, mais elles transforment ce qui est en négatif et en le montant en épingle. Ce qui rend la vie relationnelle affective très difficile et la vie amoureuse aussi. Ça n'empêche pas la vie sociale parce qu'elles jouent un personnage. Et quelquefois, elles arrivent à avoir une vie sociale absolument magnifique. 10 ans après, j'ai eu envie de revenir sur ce reportage fait avec cette journaliste et de lui demander de refilmer des témoignages pour que le trait identitaire proche des autistes aspergés et des personnalités borderline soit bien mis en évidence. Dans le déni depuis l'adolescence, pour eux c'était juste un problème alimentaire. Et puis un jour, les spécialistes leur expliquent que c'est la conséquence d'un trouble de l'identité. J'avais absolument pas fait le rapprochement que c'était mes problèmes sociaux qui engendraient les crises de boulimie. Alors que la maladie, c'est une maladie émotionnelle, c'est pas le problème de manger en fait. Parce que je me sentais absent, le fait de me gaver et de me vider, d'un seul coup, je sentais dans mon corps, tu vois, qu'il y avait quelque chose qui bougeait et donc que j'étais présent. J'étais terrorisée par le monde extérieur en fait. Quand je suis arrivée, je me suis dit je ne pourrai jamais m'exprimer, je ne pourrai jamais faire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, c'est au-dessus de mes forces. Et puis voilà. Puis j'ai fini par m'exprimer, puis j'ai fini par aller mieux, et puis un jour j'étais plus boulimique. C'est toute ma vie en fait qui a basculé, toute ma vision du monde. J'avais une vision qui était complètement erronée, qui était pas bonne. Je voyais, j'interprétais tout ce qu'on me disait. Le monde était mauvais. Moi, j'avais envie d'être très méchante avec tout le monde. Je me suis rendu compte que c'était moi le problème, que j'avais à travailler tout ça. Enfin voilà, en fait, c'est un 360 quoi. Voilà. Face à un psychologue, on peut rester justement dans ce qui est très confortable d'ailleurs pour les personnalités comme nous, c'est justement dans l'intellect où on va partager des idées, alors qu'ici on est obligé de travailler sur qui on est. C'est pour la première fois de ma vie m'aimer vraiment, et après avoir connu des années où on s'est haï tellement fort, d'avoir été capable de mettre tellement d'énergie pour se haïr, s'insulter, pas supporter son reflet dans le miroir, même si on nous fait des compliments de l'autre côté. Donc vous n'étiez pas authentique. Pas authentique et paradoxalement, j'avais un métier dans la communication où j'avais aucun problème pour communiquer avec des gens qui étaient souvent des gens avec de très fortes personnalités. Et je me retrouvais des fois en situation dans ma vie personnelle
à être complètement dépourvu devant une femme, ou des amis, ma communication, j'avais la voix qui tremblait, j'étais pas, je faisais semblant, toujours dans le faux self, toujours en représentation, voilà. Et du fait d'avoir suivi cette thérapie de groupe et d'avoir été confronté à plein de situations, spécialement dans les jeux de rôle, ça m'a énormément apporté. Pour réussir à être heureux avec une personnalité atypique, la thérapie qu'il vous faudra faire, ce ne sera pas la thérapie qui convient aux névrosés. Il vous faudra trouver de préférence une thérapie de groupe, parce que ça travaille vraiment la relation. Qui je suis moi en face de vous? Qui vous êtes vous en face de moi? Qu'est-ce qui me plaît chez vous? Je vais vous le dire. Qu'est-ce qui ne me plaît pas chez vous? Je vais vous le dire aussi. Dites-moi aussi quand je vous dérange. Dites-moi aussi quand mes propos vous paraissent dérangeants.